Le projecteur claque, la voix de ma fille lacère l'air. Que maman meure. 43 ans à la mairie, € 413 000 sacrifiés, héritage rêvé. À l'écran, faux à € 250 000, assurance vie 10 000. Personne ne sait que j'ai tout enregistré. Dans 3 minutes, les gendarmes entrent. Quelqu'un ne ressort pas. Le meilleur cadeau d'anniversaire serait que maman meure enfin. Ces mots ont traversé le silence de mon appartement haussmannien comme une lame chauffée au rouge. J'étais dans le couloir, tenant encore le sac de la boulangerie, l'odeur chaude de la baguette se transformant soudain en nausée pure. La voix venait du salon. C'était Camille, ma fille de 24 ans, au téléphone. Si elle mourait, j'hériterais tout et j'arrêterais d'être harcelée pour de l'attention. Mes jambes se sont figées sur le parquet ancien. Le papier du sac a craqué dans mes mains tremblantes. Dans cette phrase, 66 années de vie venaient de s'effondrer. Moi, Geneviève Moreau, fonctionnaire à la mairie du 11e arrondissement depuis 43 ans, veuve depuis 20 ans, la femme qui avait payé 4 500 € par mois pour sa faculté de médecine privée à Lyon, je venais de devenir un obstacle à éliminer. Je me suis approchée du mur, retenant ma respiration. Camille continuait, sa voix cristalline portant du vénéno déguisé en confidence. « Tu ne peux pas imaginer comme c'est lourd. Elle me colle, elle me surveille, elle veut toujours savoir où je suis. C'est étouffant. Vivement qu'elle parte. Partir. » Le mot a résonné dans ma poitrine comme un glas. Pour elle, ma mort n'était qu'un départ pratique, une libération administrative. Je suis restée là, paralysée, écoutant ma propre fille planifier mentalement ma disparition avec la froideur d'une comptable vérifiant un bilan. Quand elle a raccroché, j'ai attendu qu'elle sorte pour m'effondrer sur le canapé en velours bordeaux que j'avais acheté d'occasion il y a 15 ans. Estou tão feliz que você esteja aqui me ouvindo. Cette histoire, je ne pensais jamais avoir le courage de la raconter. Si vous aussi avez vécu quelque chose de similaire en famille, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, laissez un like sur cette vidéo. Pendant que je vous raconte la suite, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, cela m'aiderait beaucoup. Et dites-moi en commentaire, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette phrase était encore plus cruelle que vous ne l'imaginez. Camille ne savait pas, personne ne savait, que derrière mon apparence de petite fonctionnaire discrète se cachait une fortune de 1,2 million d'euros. 43 ans de salaire économisé centime par centime. L'appartement hérité de ma tante Marguerite à Nice, vendu discrètement en 2019 pour 380 000 €. Le vignoble de mes beaux-parents près de Bordeaux, cédé après la mort de mon mari pour 420 000 €. Et surtout, mes travaux de couture clandestins pour les maisons de haute couture du Faubourg Saint-Honoré, des retouches payées en liquide, 200 € ici, 500 € là, pendant des décennies. J'avais toujours fait en sorte de paraître modeste. Mes vêtements venaient des marchés aux puces, mes cheveux étaient coiffés par moi-même, mon appartement était meublé avec les trouvailles de brocante. Personne ne pouvait soupçonner qu'entre mes comptes d'épargne et mes placements, je possédais plus d'argent que certaines familles bourgeoises du 16e arrondissement. Cette discrétion était devenue ma protection, mais aussi ma prison. Camille me voyait comme une charge, une vieille femme accrochée à sa fille, faute d'avoir autre chose dans la vie. Elle ne savait pas que je finançais ses sorties, ses vêtements de marque qu'elle prétendait acheter avec ses économies d'étudiante, ses voyages avec ses amis qu'elle justifiait par des bourses d'études inexistantes. Le lendemain matin, j'ai sorti de mon secrétaire la boîte en métal où je conservais tous les reçus, toutes les preuves de mes années de sacrifice maternel. J'ai étalé les documents sur la table de la cuisine, sous la lumière froide de décembre. Aux 4 572 mois, aux 324 000 pour sa faculté de médecine privée. Aux 800 par mois, x 60 mois, ou 48 000 de frais de vie étudiante. 15 000 pour sa voiture d'occasion, indispensable pour ses stages. Aux 8 000 pour le voyage en Thaïlande avec ses amis après le bac. 12 000 en vêtements, chaussures et accessoires sur 3 ans. 6 000 en restaurant de networking avec ses futurs collègues. Total, 413 000 investis dans une fille qui souhaitait ma mort. Mes mains se sont mises à trembler en regardant ces chiffres. 413 000 €. De quoi acheter un bel appartement, de quoi vivre confortablement pendant 10 ans. Tout cela pour une fille qui rêvait de mon enterrement. J'ai pris ma plus belle feuille de papier à lettres, celle avec mes initiales gravées que j'utilisais pour les occasions importantes.
D'une écriture ferme, j'ai rédigé une lettre que j'ai posée bien en évidence sur la table du salon. Camille, hier soir, j'ai entendu par hasard ta conversation téléphonique. Tu as dit que le meilleur cadeau d'anniversaire serait que je meure enfin. Considère que ton souhait vient de se réaliser. À partir de ce jour, la mère qui finançait ta vie vient de mourir. Tu hérites de ton indépendance totale. Le virement de fin de mois pour tes frais de scolarité a été annulé. Ton compte joint avec le mien est clôturé. Ta carte bancaire supplémentaire est résiliée. Ton assurance santé privée prend fin aujourd'hui. Tu voulais être libre de ma présence? Félicitations. Tu l'es. Bonne chance pour tes examens de janvier. Geneviève Moreau. Quand elle est rentrée ce soir-là, ses pas ont résonné dans l'escalier de l'immeuble avec leur rythme habituel, insouciant. J'ai entendu ses clés chercher la serrure, puis la porte s'ouvrir sur son bonjour machinal. « Salut maman, ça va ?» Le silence qui a suivi la lecture de ma lettre a duré exactement 43 secondes. Je les ai comptées. Puis sa voix a explosé. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Elle est apparue dans le salon, la lettre froissée dans sa main, ses joues rouges de colère. Pour la première fois depuis des mois, elle me regardait vraiment, ses yeux verts étincelants d'une fureur que je ne lui connaissais pas. « Tu as perdu la tête? Tu ne peux pas faire ça. J'ai mes examens dans 3 semaines. Et moi, j'ai 66 ans et j'ai découvert que ma fille unique souhaitait ma mort. Nous avons toutes les deux nos priorités. » Camille a commencé à tourner en rond dans le salon, ses mains gesticulant comme quand elle était petite et qu'elle n'arrivait pas à exprimer sa frustration. Mais je ne pensais pas ce que j'ai dit. C'était juste de la fatigue. Tu ne peux pas prendre ça au sérieux. De la fatigue? J'ai répété le mot lentement, en le savourant. Souhaiter la mort de sa mère par fatigue, c'est original. Maman, arrête. Tu sais très bien que je t'aime. C'était juste un moment de ras-le-bol. Tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas. Tout le monde ne souhaite pas la mort de sa mère pour toucher un héritage, Camille. Ces mots ont frappé comme une gifle. Elle s'est figée, réalisant que j'avais entendu l'intégralité de sa conversation, pas seulement la première phrase. Son visage a perdu ses couleurs, passant du rouge de la colère au blanc de la peur. Tu as tout entendu? Chaque mot, y compris la partie où tu expliquais à ton ami comme ce serait pratique que je disparaisse pour que tu puisses enfin vivre sans être harcelé pour de l'attention. Camille s'est laissée tomber dans le fauteuil face à moi, ses épaules s'affaissant sous le poids de ces mots révélés. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressemblait à la petite fille qu'elle avait été, vulnérable et effrayée. « Maman, je suis désolée, vraiment désolée. Je ne pensais pas que j'entendrais ou que tu le pensais. » La question a flotté entre nous comme une lame de rasoir. Camille a ouvert la bouche plusieurs fois sans qu'aucun son n'en sorte. Dans ce silence, j'ai compris que nous venions de franchir une frontière dont nous ne reviendrions jamais. « Je vais te laisser le temps de réfléchir à ta réponse, » j'ai dit en me levant. « En attendant, tu as jusqu'à dimanche pour trouver un autre logement. Je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui attend ma mort. Tu me jettes dehors ?» Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Je libère quelqu'un qui se sent emprisonné par ma présence. Mais ce que Camille ne savait pas encore, ce que personne ne savait, c'est que sa trahison venait de réveiller quelque chose en moi que j'avais enfoui depuis la mort de mon mari. Quelque chose de froid, de calculateur, de diablement efficace. La fonctionnaire discrète venait de mourir. À sa place naissait une stratège qui ne ferait plus jamais confiance aveuglément. Et cette nouvelle femme avait des plans que ma fille ne pouvait même pas imaginer. Les 3 jours qui ont suivi ont été les plus silencieux de ma vie. Camille avait trouvé refuge chez son petit ami Théo, dans son studio du 20e arrondissement. Elle m'envoyait des messages sporadiques. « Je vais chercher mes affaires. J'ai besoin de mes livres de cours. » Mais nous évitions soigneusement de nous croiser. L'appartement résonnait d'un vide que je n'avais pas connu depuis la mort de Henri. C'est le mercredi matin, en triant les papiers de Camille qu'elle avait laissés éparpillés sur son bureau, que j'ai découvert la première pièce du puzzle. Une enveloppe cachetée adressée à Mademoiselle Camille Moreau avec l'entête du cabinet de Maître Lefebvre, le notaire de famille. Mes mains ont hésité un instant. Ouvrir le courrier de sa fille, même adulte, restait une violation de sa vie privée. Mais quelque chose dans le poids de l'enveloppe, dans la manière dont elle était dissimulée sous une pile de magazines, m'a mise en alerte. À l'intérieur, un document de 3 pages qui a fait s'arrêter mon cœur. Demande de donation partiella anticipée, succession Geneviève Moreau. Le papier tremblait entre mes doigts, tandis que je lisais. Selon ce document,
j'avais apparemment demandé à transférer immédiatement 250 € à ma fille, en raison de mon état de santé déclinant et de ma volonté d'anticiper ma succession pour éviter les droits de donation futurs. Ma signature figurait en bas de page, une signature que je n'avais jamais apposée. La nausée m'a frappé comme un coup de poing. Je me suis agrippé au rebord du bureau, mes jambes soudain incapables de me porter. L'air de la chambre s'est raréfié, chargé d'une odeur de trahison qui me soulevait l'estomac. Camille ne se contentait pas de souhaiter ma mort. Elle la préparait activement, en commençant par voler mon argent. J'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante et composé le numéro de Maître Lefebvre. Sa secrétaire, Madame Durand, m'a répondu de sa voix toujours professionnelle. « Cabinet Lefebvre, bonjour. Madame Durand, c'est Geneviève Moreau. J'aimerais parler à Maître Lefebvre de toute urgence concernant une donation que j'aurais soi-disant demandée. » « Oh, Madame Moreau, justement, Maître Lefebvre souhaitait vous contacter. Il y a eu, comment dire, des éléments troublants dans votre dossier. Pouvez-vous passer ce matin ?» 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau feutré de Maître Lefebvre, rue de Turenne. L'homme que je connaissais depuis 15 ans arborait une expression grave qui ne lui ressemblait pas. « Geneviève, j'ai reçu cette demande de donation la semaine dernière, » dit-il en posant le document devant moi. Mais quelque chose m'a dérangé dès le départ. Votre signature habituelle est plus ferme, plus assurée. Celle-ci semble hésitante. Il a sorti une loupe de son tiroir et m'a montré les détails. Regardez ici, la manière dont le G de Geneviève est formé. Et là, l'inclinaison du M de Moreau. Ce n'est pas votre écriture naturelle. Mon sang s'est glacé. Vous pensez que c'est un faux ? J'en suis quasiment certain. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que la personne qui a apporté ce document connaissait suffisamment vos habitudes pour imiter votre signature de manière crédible. Qui a apporté le document ? Maître Lefebvre a consulté son agenda. Un jeune homme se présentant comme votre assistant, Théo Dubois. Il a dit que vous étiez souffrante et que vous l'aviez chargé de cette démarche. Théo, le petit ami de Camille. Un garçon aux chemises toujours froissées, mais aux montres qui valent plus que mon salaire mensuel. Un garçon qui prétendait travailler dans les start-up innovantes, mais qui n'avait jamais pu expliquer clairement ce qu'il faisait exactement. Maître Lefebvre, j'ai besoin de votre aide. Je crois que ma fille et son petit ami tentent de me voler. Le notaire s'est penché vers moi, ses petites lunettes rondes reflétant la lumière de sa lampe de bureau. Geneviève, si c'est le cas, nous devons agir rapidement. Avez-vous d'autres preuves ? Pas encore. Mais je vais en trouver. En sortant du cabinet, j'ai pris une décision qui allait changer le cours des événements. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai marché jusqu'à la brasserie Le Procope, rue de Tournon, où Camille avait ses habitudes avec ses amis de faculté. Je me suis installée à une table discrète, commande un café serré, et j'ai attendu. À 14h30, Camille est apparue, accompagnée de Théo et de 2 autres étudiants que je ne connaissais pas. Ils se sont installés 4 tables plus loin, suffisamment près pour que je puisse entendre leur conversation, suffisamment loin pour qu'ils ne me remarquent pas. J'ai activé l'enregistreur de mon téléphone portable et j'ai écouté. Le notaire va sûrement appeler ma mère pour confirmer, disait Camille, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. Il faut qu'on trouve une solution si elle dit qu'elle n'a jamais signé. Théo, nonchalamment adossé à sa chaise, a répondu avec une assurance glaçante « On s'en fout. Le médecin de famille te fera le certificat comme convenu. Dépression sévère, début de démence, incapacité de gérer ses finances. Une fois qu'on a ça, on demande la tutelle au tribunal et tu gères tout. Et si elle résiste, elle ne résistera pas longtemps. À son âge, dans un bon établissement spécialisé, elle sera tranquille. Et nous aussi. » Ma tasse de café s'est mise à trembler dans mes mains. Il ne parlait pas seulement de voler mon argent. Il planifia de me faire interner de force. L'un des étudiants, un garçon aux cheveux blonds que je ne connaissais pas, a ajouté « Et vous êtes sûr que ça va marcher ? Parce que si ça tourne mal… » « Ça ne tournera pas mal, » a coupé Théo. « J'ai déjà fait ça avec la grand-mère de mon ex. Les vieux, c'est facile. Ils sont perdus dès qu'on les sort de leurs habitudes. On les déstabilise un peu, on trouve un médecin compréhensif et hop, tutelle administrative. » Camille a baissé la voix, mais j'entendais encore « Tu es sûr que 250 000 €, ça suffira pour commencer ?» Largement. Avec ça, on lance ma boîte, on prend un appartement correct et on voit venir. De toute façon, une fois qu'elle sera sous tutelle, on aura accès au reste petit à petit. Le reste ? Théo a souri, un sourire qui m'a donné la chair de poule. Tu crois vraiment que ta mère n'a que ce qu'elle montre ?
Les vieilles comme ça, elles cachent toujours du liquide quelque part. On fouillera. Mon sang bouillait dans mes veines. Non seulement ils prévoyaient de me voler, mais ils avaient l'intention de fouiller ma vie privée comme des vautours. J'ai continué à enregistrer pendant encore 20 minutes, captant leurs plans dans les moindres détails. Le nom du médecin complice, Dr Martineau, un généraliste du 11e qui avait des problèmes d'argent. La date prévue pour ma consultation, le vendredi suivant. Le nom de la maison de retraite qu'ils avaient sélectionnée, les Jardins de Vincennes, à 300 km de Paris. Quand ils sont partis, j'ai attendu encore 10 minutes avant de quitter la brasserie. Mes jambes tremblaient, mais ce n'était plus de peur. C'était de rage pure. De retour chez moi, j'ai sauvegardé l'enregistrement sur 3 supports différents. Puis, j'ai appelé Maître Lefebvre. J'ai les preuves que vous demandiez, et c'est pire que ce que nous pensions. Venez immédiatement, nous allons établir une stratégie. En raccrochant, j'ai regardé mon reflet dans le miroir de l'entrée. La femme discrète et naïve que j'avais été pendant 66 ans venait de disparaître définitivement. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui connaissait la valeur de la méfiance et du calcul. Camille et Théo venèrent de commettre une erreur fatale. Ils avaient sous-estimé leur victime. Mais ce que j'allais découvrir dans les jours suivants dépasserait encore mes pires craintes. Le vendredi matin, à 9 heures précises, j'étais assise dans le bureau de maître Élodie Martin, avenue de l'Opéra. Cette avocate de 45 ans, spécialisée dans les affaires d'abus financiers contre les personnes âgées, m'avait été recommandée par maître Lefebvre. Son bureau, sobre mais élégant, respirait la compétence et la discrétion. « Madame Moreau, j'ai écouté votre enregistrement 3 fois, dit-elle en posant ses lunettes sur son bureau. Ce que planifient votre fille et son complice constitue plusieurs délits graves, faux en écriture publique, escroquerie et tentative de séquestration. Séquestration ? Faire interner quelqu'un contre sa volonté avec de faux documents médicaux, c'est de la séquestration déguisée. Votre fille risque gros. Maître Martin a ouvert un épais dossier. Mais pour construire un dossier solide, nous avons besoin de plus d'éléments. Je vais vous mettre en contact avec un investigateur privé, Philippe Renard. Il va nous aider à documenter leurs agissements. 2 heures plus tard, je rencontrai Philippe Renard dans un café discret près de République. Cet ancien policier de 52 ans, aux cheveux gris et aux yeux perçants, inspirait immédiatement confiance. « Madame Moreau, voici ce que nous allons faire, » dit-il en sortant un petit carnet. « D'abord, nous allons sécuriser vos comptes bancaires. Ensuite, nous allons surveiller leurs mouvements et documenter leurs rencontres. Et surtout, nous allons tendre un piège. Un piège ? Nous allons faire croire que leur plan fonctionne jusqu'au moment où nous les démasquerons publiquement. » Philippe m'a expliqué sa stratégie en détail. D'abord, transférer discrètement mes 1,2 million d'euros sur des comptes sécurisés que Camille ne pourrait jamais trouver. Ensuite, installer des dispositifs de surveillance dans l'appartement pour enregistrer leurs futures conversations. Enfin, organiser une confrontation publique où toutes les preuves seraient révélées. « Combien de temps avons-nous » demandai-je. « Selon votre enregistrement, il prévoit votre consultation médicale truquée vendredi prochain. Cela nous donne exactement 1 semaine. » Cette nuit-là, seul dans mon appartement silencieux, j'ai commencé à mettre en place notre plan. J'ai d'abord appelé ma banque pour programmer le transfert de mes fonds vers des comptes offshore sécurisés. Puis j'ai contacté mon médecin traitant, Dr Bonner, pour l'informer qu'un certain Dr Martineau pourrait essayer de me faire signer de faux documents médicaux. Le samedi matin, pendant que Camille récupérait ses dernières affaires, Philippe a discrètement installé 3 micro-enregistreurs dans l'appartement. Un dans le salon, un dans la cuisine et un dans la chambre de Camille. Invisible, indétectable, mais d'une efficacité redoutable. « Maintenant, nous attendons », m'a-t-il dit en partant. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Bomba 1. La tentative d'empoisonnement. Le lundi soir, vers 19 h, Camille est revenue à l'appartement accompagnée de Théo. Il pensait que j'étais sortie faire mes courses habituelles, mais j'étais en fait cachée chez ma voisine, Madame Dupont, écoutant en direct grâce au micro. « Tu es sûre qu'elle ne va pas revenir ?» demandait Théo. « Non, elle fait toujours ses courses le lundi soir. On a au moins 1 heure. » Ce que j'ai entendu ensuite m'a glacé le sang. « Passe-moi le truc, » disait Camille. « Tu es sûre que ça va marcher ?» Le pharmacien m'a expliqué. 3 comprimés écrasés dans sa tisane du soir et elle aura des vertiges, des nausées, de la confusion pendant 48 heures. Parfait pour le rendez-vous chez Martineau. Et si elle se doute de quelque chose, elle ne se doutera de rien. Elle me fait confiance. Mes jambes ont failli me lâcher.
Ma propre fille était en train de préparer de quoi me droguer. Philippe, qui écoutait aussi depuis sa voiture, m'a immédiatement envoyé un message. « Restez où vous êtes. Nous enregistrons tout. » Pendant 20 minutes, j'ai écouté ma fille et son complice discuter des doses, des effets et de la manière de masquer le goût amer des médicaments dans ma tisane à la camomille. Quand ils sont repartis, Philippe a récupéré les micros et nous avons découvert qu'ils avaient laissé la boîte de somnifères écrasée dans ma cuisine, cachée derrière les bocaux de confiture. « Maintenant, nous avons les preuves d'une tentative d'empoisonnement », a déclaré Maître Martin le lendemain. « C'est un délit criminel, mais continuons à documenter. » Bomba. 2. La vente anticipée de mes biens. Le mercredi, Philippe m'a appelé avec des nouvelles encore plus alarmantes. « Madame Moreau, j'ai suivi Théo ce matin. Il s'est rendu dans une agence immobilière de Vincennes avec des photos de votre appartement. » Des photos de mon appartement? Il avait un dossier complet. Photos des pièces, plan de l'appartement, estimation de la valeur. Il a rencontré un agent immobilier pendant 1 heure. Philippe avait réussi à se faire passer pour un client potentiel et avait assisté à une partie de leur conversation. Théo a expliqué à l'agent que vous étiez sa belle-mère malade et que la famille cherchait à vendre rapidement pour financer vos soins médicaux. Il a même donné un prix, 750 000 €, alors que votre appartement en vaut facilement 950 000. Ils veulent brader mon appartement? Pire, ils ont déjà un acheteur, un investisseur que Théo connaît, qui est prêt à acheter cash dans les 48 heures suivant la signature des papiers de tutelle. Ma nausée est revenue, plus forte que jamais. Non seulement ils prévoyaient de me voler mon argent liquide, mais ils avaient déjà organisé la vente de mon logement. Dans leur esprit, j'étais déjà morte civilement. Le soir même, j'ai reçu la visite impromptue de Camille. Elle arborait son sourire le plus innocent, celui qu'elle avait quand elle était petite et qu'elle venait de faire une bêtise. « Maman, j'ai réfléchi. Je crois qu'on s'est mal comprise l'autre jour. »« Ah bon? Oui, je pense que tu as raison. Je me suis mal exprimée au téléphone. J'étais stressée par mes examens. J'ai dit des choses horribles que je ne pensais pas. » Elle s'est assise en face de moi, ses yeux verts brillants de larmes qui semblaient presque sincères. « Je voudrais qu'on reprenne comme avant. Que tu reviennes sur ta décision pour mes études, s'il te plaît, maman. Et pourquoi ce changement d'avis soudain? Parce que j'ai réalisé à quel point tu me manquais. Et puis, j'ai rencontré une amie à la fac dont la mère est... enfin, qui a des problèmes de santé. Ça m'a fait réfléchir. Camille s'est approchée de moi et a pris mes mains dans les siennes. « Maman, je sais que tu deviens parfois un peu confuse. C'est normal à ton âge. Mais au lieu de t'en vouloir, je devrais t'aider. » Confuse? Oui, comme l'autre jour quand tu as cru que j'avais dit des choses méchantes au téléphone. Ou quand tu oublies de payer certaines factures. C'est pour ça que j'aimerais qu'on aille voir ton médecin ensemble pour s'assurer que tout va bien. Chaque mot était un poignard. Elle était en train d'essayer de me faire croire que j'avais des problèmes mentaux, préparant le terrain pour sa consultation piège du vendredi. Tu as raison, j'ai répondu en jouant parfaitement mon rôle. Peut-être que j'ai effectivement des petits trous de mémoire. On pourrait prendre rendez-vous chez le docteur Martineau, il paraît qu'il est très bien. Le visage de Camille s'est illuminé. Oh, quelle bonne idée! Justement, Théo connaît ce médecin. Il pourrait nous avoir un rendez-vous rapide. Parfait. En attendant, tu veux une tisane? J'ai ta camomille préférée. Avec plaisir, maman. Pendant qu'elle préparait nos tisanes dans la cuisine, j'ai activé discrètement mon téléphone pour enregistrer. Et j'ai vu Camille sortir une petite enveloppe de sa poche et verser une poudre blanche dans ma tasse. Ma propre fille était en train de me droguer sous mes yeux. Bomba 3. Le testament falsifié et l'assurance vie. Le jeudi matin, Philippe m'a appelé avec la découverte la plus choquante de toutes. « Madame Moreau, il faut qu'on se voie immédiatement. J'ai trouvé quelque chose d'énorme. » 1 heure plus tard, nous étions dans son bureau, et il a étalé devant moi une série de documents qui ont fait s'arrêter mon cœur. En suivant les mouvements bancaires de Théo, j'ai découvert qu'il avait payé 2 000 € à un certain maître Dubois, un notaire radié du barreau pour falsification de documents. Pourquoi faire? Pour créer un faux testament en votre nom. Regardez, Philippe m'a montré une copie du document. Selon ce testament, je léguais l'intégralité de mes biens à Camille, mais surtout, je la nommais comme seule héritière d'une assurance vie de 500 000 € que j'aurais souscrite à mon insu. Cette assurance vie n'existe pas, n'est-ce pas? M'a demandé Philippe. Jamais de ma vie je n'ai souscrit une telle assurance. C'est bien ce que je pensais. Mais voici le plus troublant. Il a sorti un autre document,
un contrat d'assurance vie au nom de Geneviève Moreau, daté de 6 mois plus tôt, avec Camille comme bénéficiaire unique. Ils ont créé cette assurance fictive avec votre identité usurpée. Et regardez attentivement les clauses. J'ai lu le document et mes mains se sont mises à trembler. L'assurance couvrait la mort naturelle, mais aussi la mort accidentelle. Et il y avait une clause particulière. En cas de décès dans les 12 mois suivant la souscription, le capital est doublé. 1 million d'euros, j'ai murmuré. Exactement. Votre fille et son complice n'attendaient pas seulement votre mort naturelle. Ils l'avaient budgété. Philippe a continué son explication, chaque mot me glaçant davantage. J'ai aussi découvert que Théo avait des dettes de jeu importantes. 300 000 euros dus à des créanciers peu recommandables. Il est acculé. Vous pensez qu'ils auraient pu... Je ne pouvais pas finir ma phrase. Je pense qu'après vous avoir fait interner et avoir vidé vos comptes, ils auraient organisé un accident. Une chute dans l'escalier, un problème cardiaque lié à vos troubles mentaux. Quelque chose d'indétectable. La pièce a commencé à tourner autour de moi. Ma fille ne voulait pas seulement mon argent. Elle planifiait réellement ma mort. Philippe m'a tendu un verre d'eau. « Madame Moreau, nous devons agir maintenant. J'ai alerté la gendarmerie. Ils sont prêts à intervenir, mais ils veulent des preuves irréfutables en flagrant délit. Que proposez-vous ? Demain, vous irez à votre rendez-vous chez le docteur Martineau, comme prévu. Mais vous porterez un micro et nous serons en planque dehors. Dès qu'il essaiera de vous faire signer de faux documents médicaux, nous interviendrons. » Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Allongée dans mon lit, j'entendais encore la voix de Camille, enfant m'appelant « maman » avec amour. Comment cette petite fille était-elle devenue capable de planifier la mort de sa propre mère? Le vendredi matin, j'ai enfilé ma plus belle robe bleue, celle que je portais pour les grandes occasions. J'ai pris soin de mon apparence comme si je me préparais pour mon propre procès. En un sens, c'était exactement ce que c'était. À 10 heures, Camille est venue me chercher. Elle était rayonnante, presque euphorique. « Tu vas voir maman, le docteur Martineau est très gentil. Il va t'aider à clarifier tous ces petits problèmes de mémoire. » J'espère bien, ma chérie. Durant le trajet en métro vers Vincennes, Camille n'arrêtait pas de parler, manifestement nerveuse. Elle me donnait des conseils sur ce qu'il fallait dire au médecin, comment décrire mes symptômes, quels exemples donner de ma confusion. Surtout, n'hésite pas à lui dire si tu te sens parfois perdu ou si tu as l'impression que les gens complotent contre toi. C'est important qu'ils comprennent ton état. Chaque mot était une manipulation supplémentaire, destinée à me faire passer pour paranoïaque si jamais j'essayais de révéler leur complot. Arrivé devant le cabinet du docteur Martineau, Camille m'a pris le bras avec une tendresse feinte. « Tu es prête, maman ? » « Plus que jamais, ma chérie. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais effectivement prête. Prête à révéler toute la vérité. Prête à montrer au monde entier qui était vraiment ma fille. Et prête à obtenir enfin la justice que je méritais. Dans ma poche, le micro de Philippe enregistrait chaque battement de mon cœur. Dans 1 heure, le masque tomberait définitivement. Le cabinet du docteur Martineau sentait l'antiseptique et la corruption. Cet homme de 55 ans, aux cheveux gras et aux yeux fuyants, m'a accueilli avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Madame Moreau, votre fille m'a expliqué vos difficultés récentes. Asseyez-vous, nous allons faire un petit bilan. » Camille s'est installée à côté de moi, sa main posée sur mon bras dans un geste d'apparente sollicitude. Le micro dans ma poche captait chaque nuance de sa voix mielleuse. « Docteur, ma mère a des moments de grande confusion. Elle oublie les conversations, elle devient parfois agressive sans raison. Hier encore, elle a accusé des gens de vouloir lui voler son argent. A fait le docteur Martineau en griffonnant sur son bloc. Et ces épisodes sont-ils fréquents? De plus en plus. Je m'inquiète vraiment pour sa sécurité. Elle ne devrait plus vivre seule. J'ai joué parfaitement mon rôle de victime confuse. Docteur, je ne comprends pas pourquoi Camille dit ça. Hier, j'étais parfaitement lucide quand j'ai découvert qu'on essayait de falsifier ma signature. Vous voyez? A coupé Camille. Elle recommence avec ses histoires de complot. Le docteur Martineau a hoché la tête avec gravité. Madame Moreau, ces délires de persécution sont caractéristiques d'un début de démence sénile. Je vais vous prescrire un traitement et recommander une prise en charge spécialisée. Il a commencé à rédiger un document que je reconnaissais, un certificat médical de troubles mentaux. Exactement ce que Camille et Théo attendaient pour demander ma mise sous tutelle. « Voilà », a dit le médecin en me tendant le papier. « Signez ici
et nous pourrons commencer les démarches pour votre bien-être. » C'est à ce moment précis que ma phone a vibré, le signal de Philippe. « Docteur, » j'ai dit en me levant lentement. « Avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais vous poser une question. Combien Théo Dubois vous a-t-il payé pour rédiger ce faux certificat ?» Le visage du docteur Martineau s'est décomposé. Camille a bondi de sa chaise. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ?»« Je raconte que j'ai enregistré votre conversation de lundi soir, ma chérie. Celle où tu expliquais comment me droguer pour que j'aie l'air confuse aujourd'hui. » La porte du cabinet s'est ouverte brutalement. 2 gendarmes en uniforme sont entrés, suivis de Philippe et de Maître Martin. « Docteur Martineau, » a dit le brigadier-chef, « vous êtes en état d'arrestation pour complicité d'escroquerie et falsification de documents médicaux. » Le médecin s'est effondré dans son fauteuil. « Je ne savais pas. Il m'avait dit que c'était pour son bien. »« Bien sûr, » j'ai répliqué. « Et les 5 000 € que Théo vous a versés, c'était aussi pour mon bien ?» Camille était devenue livide. « Maman, tu ne comprends pas. Nous voulions juste t'aider. »« M'aider ?» J'ai sorti de mon sac l'enveloppe contenant tous les documents que Philippe avait rassemblés. M'aider en falsifiant ma signature, en créant une fausse assurance vie, en planifiant ma mort? Les mots sont sortis de ma bouche comme des balles. Chaque accusation faisait reculer Camille d'un pas, ses yeux s'agrandissant d'horreur en réalisant que je savais tout. « Une assurance vie ?» a demandé le gendarme. Maître Martin a pris la parole. « Madame Moreau est victime d'une vaste conspiration orchestrée par sa fille et le complice Théo Dubois. Ils ont créé une fausse assurance vie d'1 million d'euros et planifiaient de la faire disparaître après l'avoir dépouillée. »« C'est faux !» a crié Camille. « C'est ma mère qui invente tout ça, elle est malade !» J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. « Camille, veux-tu que je fasse écouter aux gendarmes l'enregistrement de lundi soir? Celui où tu dis textuellement « 3 comprimés écrasés dans sa tisane et elle aura des vertiges pendant 48 heures ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Camille s'est écroulée sur sa chaise, réalisant que son château de mensonges venait de s'effondrer. Mais ce n'était que le début. Philippe m'avait aidé à organiser quelque chose de bien plus spectaculaire. 3 heures plus tard, la salle des fêtes de la mairie du 11e arrondissement était remplie à craquer. J'avais convoqué une réunion d'information sur les droits successoraux des personnes âgées. Mais en réalité, c'était le théâtre que j'avais choisi pour révéler publiquement toute la vérité. Dans l'assistance, mes voisins, mes anciens collègues de la mairie, les commerçants du quartier, les amis de Camille de la faculté, et même quelques journalistes que Philippe avait discrètement alertés. Je suis montée au pupitre avec l'assurance d'une femme qui avait enfin repris le contrôle de sa vie. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai découvert que ma propre fille planifiait ma mort. » Un murmure a parcouru la salle. Camille, assise au premier rang entre 2 gendarmes, a enfoui son visage dans ses mains. Moment viral 1, la projection publique. Il y a 1 semaine, j'ai entendu ma fille dire au téléphone « Le meilleur cadeau d'anniversaire serait que maman meure enfin ». J'ai fait un signe à Philippe, qui a actionné le projecteur. L'enregistrement a retenti dans toute la salle, la voix de Camille résonnant clairement. Si elle mourait, j'hériterais tout et j'arrêterais d'être harcelée pour de l'attention. Des exclamations choquées ont fusé. Madame Dupont, ma voisine, a porté la main à sa bouche. Les amis de Camille de la fac la regardaient avec horreur. Mais ce n'était que le début. J'ai continué. L'écran a affiché la procuration falsifiée. Voici ma signature soi-disant authentique sur une demande de donation de 250 000 €. Une signature que je n'ai jamais apposée. Puis sont apparues les photos de Théo dans l'agence immobilière. Voici le complice de ma fille visitant des agences pour vendre mon appartement, avec des acheteurs déjà trouvés. L'assistance était captivée, horrifiée. Certaines personnes filmaient avec leur téléphone. Et maintenant, écoutez ceci. L'enregistrement de la brasserie a résonné dans la salle. La voix de Théo expliquant comment les vieux, c'est facile, et comment il avait déjà fait ça avec la grand-mère de son ex. Un silence de mort s'est abattu sur l'assemblée. Même les journalistes arrêtèrent de prendre des notes, trop choqués pour écrire. Moment viral 2, l'arrestation publique. Mais le plus grave, j'ai annoncé, c'est que ma fille et son complice avaient créé une fausse assurance vie d'1 million d'euros à mon nom. Ils n'attendaient pas ma mort naturelle. Ils la planifiaient. L'écran a affiché le contrat d'assurance fictif et les clauses de mort accidentelle. C'est à ce moment que la porte du fond de la salle s'est ouverte. Théo est entré, menotté, encadré par 2 gendarmes. Il avait été arrêté dans son studio 1 heure plus tôt.
Théo Dubois, a annoncé le brigadier-chef d'une voix forte, vous êtes accusé d'escroquerie en bande organisée, de falsification de documents, de création de faux contrats d'assurance et de complicité de tentative d'empoisonnement. La salle a explosé. Des cris, des exclamations, des gens qui se levaient pour mieux voir. Théo, livide, cherchait Camille du regard, mais elle refusait de le regarder. Et ce n'est pas tout. J'ai repris quand le calme est revenu. Hier soir, ma fille m'a droguée. Elle a versé des somnifères écrasés dans ma tisane pour me rendre confuse avant notre rendez-vous chez un médecin complice. J'ai sorti la petite enveloppe que Philippe avait récupérée dans ma cuisine. Voici les restes de la poudre qu'elle a utilisée, analysée ce matin par la police scientifique. Moment viral 3, la confrontation finale. Camille s'est levée, tremblante. « Maman, arrête, tu es en train de détruire ma vie. »« Ta vie ?» J'ai éclaté d'un rire amer. « Parlons de ta vie, justement. » J'ai sorti une feuille de papier de mon sac. « Oh, 324 000 pour tes études de médecine, 48 000 pour tes frais de vie étudiante, 15 000 pour ta voiture, oh 8 000 pour ton voyage en Thaïlande, 12 000 en vêtements, 6 000 en restaurant. » Ma voix montait, portée par des années de sacrifices ignorés. Total, 413 000 investis dans une fille qui souhaitait ma mort pour toucher un héritage. « Mais je t'aime, maman. Tu m'aimes ?» J'ai laissé le silence s'installer. « Tu aimes quelqu'un en planifiant sa mort? Tu aimes quelqu'un en falsifiant sa signature? Tu aimes quelqu'un en essayant de le faire interner de force ?» Camille pleurait maintenant, ses larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée, j'étais perdue. Théo m'a manipulée. Théo t'a manipulé pour dire au téléphone que tu voulais ma mort. Théo t'a manipulé pour verser des drogues dans ma tisane. » J'ai fait face à toute l'assemblée. « Mesdames et messieurs, voici la leçon que j'ai apprise à 66 ans. L'amour familial ne se présume pas. Il se prouve, et il se prouve par le respect, pas par l'héritage qu'on espère. » Les applaudissements ont éclaté, longs et nourris. Dans cette salle, j'ai vu des larmes dans les yeux de parents qui reconnaissaient leur propre peur, de personnes âgées qui avaient vécu des situations similaires. Le brigadier-chef s'est approché de Camille. « Mademoiselle Moreau, vous êtes également en état d'arrestation. » Quand les menottes se sont refermées sur ses poignets, Camille m'a regardé une dernière fois. « Maman, qu'est-ce qui va m'arriver ?»« Ce qui arrive toujours, ma chérie. Les conséquences de tes actes. » Tandis qu'on l'emmenait, j'ai ressenti un mélange étrange de tristesse et de soulagement. La petite fille que j'avais aimée venait de disparaître définitivement, mais la femme que j'avais toujours été en moi venait enfin de naître. Dans cette salle de mairie où j'avais travaillé pendant 43 ans, je venais de reprendre possession de ma vie, de ma dignité et de ma vérité. 6 mois plus tard, je me réveille chaque matin au son des cigales et du mistral qui caressent les lavandes de mon nouveau jardin. Ma petite maison de pierre blonde à Gordes, dans le Vaucluse, surplombe la vallée comme un rêve devenu réalité. J'ai acheté cette propriété avec une partie de mes économies, loin de Paris, loin des souvenirs douloureux, loin de l'appartement haussmannien qui résonnait encore des échos de la trahison. Ce matin, en me regardant dans le miroir de ma nouvelle salle de bain aux tomates anciennes, j'ai peine à reconnaître la femme que j'étais il y a 6 mois. Mes cheveux grisonnants, autrefois tirés en chignon strict, tombent maintenant librement sur mes épaules en ondulations douces. J'ai abandonné mes éternels tailleurs sombres pour des robes en lin coloré qui flottent dans la brise provençale. Mes yeux, jadis ternes de résignation, brillent aujourd'hui d'une sérénité que je croyais avoir perdue à jamais. La transformation n'est pas que physique. Chaque geste de ma nouvelle routine quotidienne témoigne de cette renaissance. Je commence mes journées par un café serré sur la terrasse, en contemplant les collines dorées qui s'étendent à perte de vue. Puis, je descends au village pour acheter ma baguette chez Madame Bertrand, qui me raconte les potins locaux avec la même passion que Madame Dupont parlait de nos voisins parisiens. L'après-midi, je travaille dans mon petit atelier de couture installé dans l'ancienne bergerie où je confectionne des vêtements pour les habitants du village. Mais le changement le plus profond, c'est cette paix intérieure que j'ai trouvée. Pour la première fois de ma vie, je n'attends rien de personne. Je ne me sacrifie pour personne. Je vis enfin pour moi-même, sans culpabilité, sans cette peur constante de décevoir ou d'être abandonnée. 3 fois par semaine, je me rends au centre social de Cavaillon, où je tiens des permanences bénévoles pour aider les personnes âgées, victimes d'abus financiers familiaux. Mon histoire, devenue célèbre grâce aux articles de presse et aux émissions télévisées, m'a valu des centaines de lettres de femmes et d'hommes vivant des situations similaires.
Certains me remercient pour mon courage, d'autres me demandent conseil. Beaucoup pleurent en me racontant leur propre trahison familiale. Madame Moreau, m'a dit hier Lucienne, une veuve de 78 ans dont le fils tentait de la faire chanter avec de prétendues dettes, grâce à votre exemple, j'ai enfin trouvé le courage de porter plainte. C'est dans ces moments-là que je mesure la vraie valeur de ce que j'ai vécu. Ma souffrance a servi à quelque chose. Ma révolte a libéré d'autres consciences. Les nouvelles de Paris me parviennent régulièrement par Maître Martin, qui gère les suites judiciaires de l'affaire. Le procès a eu lieu en mars et les verdicts ont été à la hauteur de mes espérances. Théo Dubois a été condamné à 7 ans de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, falsification de documents et tentative d'empoisonnement. Ses biens ont été saisis pour rembourser ses dettes de jeu et il restera interdit de gestion pendant 10 ans. Sa brillante carrière dans les start-up s'est achevée dans une cellule de la prison de Fresnes. Le docteur Martineau a écopé de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, et sa licence médicale a été définitivement révoquée. Il devra rembourser 50 000 € de dommages et intérêts à l'ordre des médecins pour avoir déshonoré sa profession. Quant à Camille, sa sentence a été plus complexe. Reconnue coupable de complicité d'escroquerie et de tentative d'empoisonnement, elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis, 400 heures de travail d'intérêt général dans un service gériatrique et l'interdiction de me contacter pendant 2 ans. Mais le plus dur pour elle n'était pas la sanction judiciaire, c'était la honte. L'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux, des facultés de médecine, des journaux. L'affaire Moreau était devenue un cas d'école étudié dans les cours de droit, de psychologie familiale et même d'éthique médicale. Camille ne pouvait plus nulle part échapper à sa réputation. D'après les informations que je reçois par des connaissances communes, elle travaille maintenant comme aide-soignante dans un EHPAD de banlieue sous son nom de jeune fille, tentant de reconstruire sa vie loin des projecteurs. Elle a perdu tous ses amis, son statut social, ses rêves de médecine. La fille qui voulait hériter de ma fortune vit désormais avec le SMIC. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre. Une écriture que je reconnaissais entre mille, malgré les tremblements nouveaux qui la rendaient moins assurée. « Maman, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire. Je sais que le tribunal me l'interdit. Mais j'avais besoin de te dire quelque chose avant que tu ne partes définitivement de ma vie. Je n'espère pas ton pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai souhaité ta mort. J'ai planifié ton vol. J'ai tenté de te faire du mal. Aucune excuse ne peut justifier ça. Mais je voulais que tu saches que chaque jour, je pense à la petite fille que j'étais quand tu me faisais des crêpes le dimanche matin. À tes mains qui pansèrent mes genoux écorchés, à tes nuits blanches quand j'étais malade, à tout l'amour que tu m'as donné et que j'ai craché à tes pieds. Je ne te demande rien, je ne mérite rien. Je voulais juste que tu saches que la fille qui t'aimait vraiment existe encore quelque part en moi, même si elle est enterrée sous tant de honte que je ne sais plus comment la retrouver. Sois heureuse, maman, tu l'as méritée. Camille, j'ai relu cette lettre une dizaine de fois, assise sur ma terrasse, les yeux perdus dans les vignobles qui ondulent jusqu'à l'horizon. Des larmes ont coulé, les premières depuis longtemps. Pas des larmes de douleur, mais quelque chose de plus complexe. Une tristesse douce mélangée à un soulagement immense. Ma fille avait enfin compris. Trop tard pour réparer, mais assez tôt pour peut-être apprendre. J'ai brûlé la lettre dans ma cheminée le soir même. Non par colère, mais par nécessité. Cette histoire appartient au passé. Mon présent s'appelle liberté. Aujourd'hui, alors que le soleil se couche sur la Provence et que les premières étoiles apparaissent dans le ciel violet, je repense à cette phrase que j'ai dite dans la salle de la mairie. L'amour familial ne se présume pas, il se prouve. J'ai appris qu'il ne suffit pas d'être mère pour être aimée. Il ne suffit pas de donner pour être respectée. Il ne suffit pas de se sacrifier pour être reconnue. J'ai appris qu'une femme peut renaître à 66 ans, qu'elle peut choisir sa famille parmi ceux qui la respectent, plutôt que ceux qui partagent son sang, qu'elle peut transformer sa douleur en force et sa trahison en sagesse. Ce soir, je dîne avec mes nouveaux amis du village sur la place de l'église. Nous rions, nous partageons des histoires, nous construisons des liens choisis plutôt que subis. Ces gens-là m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Et quand je rentre chez moi, dans cette maison qui sent la lavande et la liberté, je souris en me disant que parfois, il faut perdre sa famille pour trouver sa vraie vie. Famille, c'est respect, pas sang. Et le respect, ça se mérite chaque jour.